Merci, je suis très heureuse d'être devant ce public nombreux, en partie de chez nous, en partie pas de chez nous. C'est beaucoup plus facile qu'à eNote de faire la conférence en anglais, donc je la ferai en français. Mes camarades suisses-allemands ont dit « bitte langsam ». Je vais essayer d'être pas trop rapide. Et le titre que j'ai choisi sont les facettes d'une approche occupationnelle. Je vais essayer de vous ramener dans ce qui est un peu les pratiques quotidiennes. Qu'est-ce qu'on peut faire en ergothérapie avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire de développer une approche occupationnelle? Qu'est-ce que ça peut nous amener? Et là où ensuite on peut éventuellement faire de la recherche ici. Ici peut-être en France et en Belgique, mais pas en Australia, America ou whatever. Donc, les questions que j'ai là-dessus, c'est pourquoi l'occupation devrait être le concept central de l'ergothérapie? Parce que je sais que vous êtes encore beaucoup ici à trouver que le concept n'est pas terrible. Est-ce qu'elle l'est vraiment dans les pratiques professionnelles et comment on peut le faire si on veut s'améliorer un peu, étant entendu qu'on déciderait de le faire? Et je vais développer quelques idées que certains auteurs appellent des nanosteps, donc micro, hein, pas la grosse batterie. Ça, je vais vous donner quelques éléments sur les raisons, hein, quelques éléments sur le développement historique, quelques éléments sur la complexité du concept, et vous verrez que je ne suis pas d'accord avec Peirce, comme d'ailleurs la plupart des auteurs en ergothérapie, et quelques éléments sur l'approche occupationnelle. Que faire? Si je dis que je ne suis pas d'accord, c'est parce que quand une discipline est vivante, elle est contradictoire. Hein. Les étudiants, ils ont des fois de la peine avec ça, mais donnez-nous le vrai concept, il n'y a pas. Une fois qu'ils ont compris ça, ça va mieux. Première chose, pourquoi l'occupation devrait-elle être le concept central? Bon, au fond, il y a une réponse que j'appellerais normative, hein, et la réponse normative qui nous est donnée, c'est celle de la Fédération mondiale des ergothérapeutes. Hein. Et puis, il y a une réponse identitaire, hein, la contribution spécifique des ergothérapeutes au système socio-sanitaire dans lesquels nous sommes, vous êtes et ils seront, hein, la contribution au bien-être, hein, de la population qu'on s'est attribuée à travers l'occupation, alors tenons-le. Si on est sur les aspects normatifs, eh ben, on a la déclaration sur l'ergothérapie, autrement dit la définition de l'ergothérapie que donne la WFOT. C'était 2010, hein, donc ce n'est pas hyper récent comme définition, donc on n'a en réalité pas quelque chose de totalement novateur. Et si vous la lisez, hein, l'ergothérapie est une profession de la santé. Là, on n'est pas étonné, hein, qui se préoccupe du bien-être des gens tel qu'il est construit par l'occupation et tel qu'il existe à travers l'occupation. Et quelque chose qu'on connaît aussi depuis assez longtemps, assez bien, hein, l'objectif de l'ergothérapie, c'est de favoriser la participation occupationnelle des gens et pas de les traiter. Hein. Il n'y a pas de traitement au sens biomédical là-dedans. Donc, si on est dans la ligne de la Fédération mondiale, comme ergothérapeute, on devrait penser occupation et penser faciliter l'occupation, ça c'est le terme qu'utilisent les Canadiens, ou habiliter l'occupation, hein, et pas traiter les occupations des gens. C'est plus grave encore pour la formation, hein, parce que comme il y a des critères d'évaluation des écoles d'ergothérapie qui nous font être reconnus ou pas reconnus, hein, on nous oblige, hein, c'est noir sur blanc dans ces critères, ceux de 2002, ceux de 2016 qui sont en train de sortir disent la même chose. Hein. Cette perspective occupationnelle doit être centrale dans les formations, 60% du programme, merci. Donc, il faut y aller. Que pouvons-nous faire? Eh bien, on peut d'abord faire un certain nombre de choses qu'on appellera différencier les services. Hein.
Et une autre chose qui sera créer la singularité, non pas l'occupation est une expérience unique, hein, mais créer la singularité, qu'est-ce que j'amène comme ergothérapeute, qui n'est pas ce que les autres font. Molineux nous raconte, hein, première chose, c'est que l'ergothérapie n'est pas définie par l'amalgame de tout ce que les ergothérapeutes font. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a qui font ci, ça, que tout cet ensemble-là fabrique l'ergothérapie. Il faut être un peu plus sélectif que ça. Il nous dit aussi que la différence entre les professions doit être perceptible. Donc, si quelqu'un dit « mais c'est quoi? Je ne vois pas pourquoi vous faites la même chose que le physiothérapeute », ça c'est le client, c'est qu'on a un problème. Si le médecin dit « ouais, bon, ben moi, je prescris de l'ergo, de la physio, je ne sais strictement rien », la différence, pour moi, c'est un peu le tout venant, c'est qu'on a mal fait notre job. Donc, on doit pouvoir, les publics clients, les publics proches professionnels et le grand public, savoir les distinctions, pas toutes les distinctions, mais suffisantes pour qu'on puisse dire « ah tiens, là on a de l'ergothérapie et c'est pas comme les autres ». Et ça n'est pas strictement en rapport avec les activités, hein, parce qu'il y a beaucoup de professions qui aujourd'hui ont un intérêt pour les activités. Hein. J'ai entendu une fois une ergo me dire oh, « c'est affreux, les physiothérapeutes pondent crochent des pinces à linge sur des cordes ». Ils entrent dans l'activité. Eh bien oui, il n'y a pas de chasse gardée de l'activité, donc il faut développer un concept un peu plus étoffé qu'une petite activité de pincette, si on veut dire que l'occupation ou que l'activité est au centre, et c'est le concept d'occupation qui va permettre de faire ça. Ça ne va pas s'améliorer, hein, parce qu'avec l'arrivée forte de la CIF sur le marché de la connaissance, hein, sur le marché des dossiers de clients, eh bien évidemment, on va avoir plus ça. L'objectif d'avoir l'occupation, hein, c'est pas seulement à long terme, ouais, ça va servir pour les occupations des gens, je ne sais pas lesquelles c'est, mais ça va servir, oui, tout sert, bien sûr, mais ça doit être plus que ça dans les pratiques professionnelles. Tout ça, bien sûr, existe depuis un certain temps. Hein. Vous connaissez tous Kilofner, vous avez tous vu ça. Il y aurait, je ne suis pas si sûr que ce soit vrai, 3 paradigmes qui correspondent à des époques de développement de l'ergothérapie. Ça a une vertu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je ne pense pas que ça a une vertu solide du point de vue de la description. Mais il y aurait une première période, occupation au sens traditionnel, puis de la médicalisation, puis de l'engagement occupationnel et participation sociale qui définirait ce que c'est aujourd'hui. Si on va un peu dans quelques éléments de l'histoire, le premier article qui fait dire qu'il faut changer en ergothérapie, c'est celui de Shannon en 1977. Lui, il disait qu'en endossant le modèle biomédical, on avait fait exploser l'ergothérapie, puis on n'y reconnaissait ni ses auteurs, ni ses racines, et on avait perdu beaucoup, sauf que lui, il dit que c'est l'art et l'artisanat comme moyens qui ont été perdus. Donc, c'est un passéiste. Hein. Lui, il défend cette ergothérapie-là, hein, c'est extrait de l'article, où sur le wagon, il y a des activités créatrices manuelles qui sont évidemment plus à la page aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça, quand on parle d'occupation, qu'il faut défendre. Bien sûr qu'en français courant, l'occupation, c'est passe-temps, loisirs, artisanat, distraction. C'est désuet, c'est pas intéressant, c'est disqualifiant. Mes collègues sociologues disent aussi oui, puis on l'a aussi en plus dans mesures occupationnelles, ateliers d'occupation, on l'a aussi avec l'assurance chômage, tout aussi disqualifiant. Donc on a fabriqué la thérapie, hein, avec des patients qui font des exercices analytiques, de l'entraînement fonctionnel, et on s'est intéressé aux techniques et aux modèles spécifiques de traitement. C'est ça qui nous fait endosser le modèle biomédical, puis dire ben, avec ça, on sera reconnu. Oui, mais c'est une approche qui a été qualifiée de réductrice, hein, parce qu'on pense trop la maladie et le dysfonctionnement, ou uniquement celui-là. Hein.
on n'a que les mécanismes corporels comme objectif. L'intégration sensorielle vise à améliorer les fonctions vestibulaires ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça les objectifs de l'ergothérapie. On a aussi omis ce que les gens font dans leur vie, comment ils le font. On aurait oublié le contexte dans lequel les gens vivent. On aurait développé l'ergothérapie que dans les fondements des disciplines de référence, hein, la biomécanique, la neuroscience, la psychologie, et on ne s'appuierait que sur des preuves scientifiques externes à l'ergothérapie. Alors, il faut faire attention, hein, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Cela, il faut toujours le maîtriser. Il faut juste faut être un peu capable de l'étendre. Hein. Et puis, on a ce développement, ce que dit Kilofner, hein, qui date grosso modo des années 80, pour récupérer une approche occupationnelle, mais aussi la refonder un peu différemment. Donc, l'importance de l'occupation pour la santé et le bien-être, hein, on l'a entendu assez fortement déjà dans les 2 autres conférences, mais aussi de voir que les indications à l'ergothérapie, c'est des dysfonctions occupationnelles, pas corporelles, et qu'on peut utiliser l'occupation comme agent pour améliorer la santé des individus. Je vous ferai remarquer que 1980, c'est pas récent. Certains n'étaient pas nés, hein. Donc, c'est plus exactement comme c'était en 1980 non plus. Hein. Donc, il y a eu une évolution assez importante entre 80 et maintenant, une extension de la clientèle hein, vers plus seulement des individus. Le patient, c'était fondamentalement un individu, mais des groupes, et on a entendu ce matin, hein, mon focus, c'est des groupes de personnes, même si dans ces groupes, il peut y avoir des personnes spécifiques identifiées, hein, des organisations, une extension aussi des indications, hein, avec des limitations occupationnelles qui ne sont plus seulement liées à des conditions de santé, mais peut-être à des conditions socio-économiques hein, ou à des conditions migratoires, hein, à une extension aussi vers d'autres milieux de pratique, hein, notamment des milieux de santé communautaire, l'entreprise, les services sociaux, hein, et à une extension hein, verticale aussi des fonctions, avec des fonctions de leadership ou des fonctions de management. Donc ça s'est passé au fil de ce développement de ce paradigme. Ça veut dire, si on prend l'occupation, que ce n'est pas seulement dire occupation, hein, c'est l'avoir dans les pratiques, l'avoir dans l'enseignement, l'avoir dans la recherche, l'avoir dans la terminologie, l'avoir dans la théorie, hein, dans l'argumentation qu'on est capable d'utiliser comme ergothérapeute, hein, pas seulement moi à l'école, mais tout le monde, et puis de l'avoir en tant que projet de développement de la profession. Ce qui évidemment nous amène toujours à la question de base, hein, c'est quoi l'occupation et moi, je ne suis pas comme, ou les autres ne sont pas comme Madame Pierce, hein, les choses ordinaires ou extraordinaires que les gens font, donc il y a bien dans les occupations quelque chose qui se répète. Pas forcément, mais souvent. Et puis, le groupe auquel j'avais participé, hein, un groupe d'activités culturellement dénommées, hein, qui ont une valeur personnelle, mais aussi culturelle, qui sont le support de la participation à la société. Donc ce n'est pas que personnel, bien au contraire, une occupation a beaucoup d'aspects beaucoup plus globaux. Alors, on a coutume de toujours les imager, hein, c'est là qu'on recycle ses photos de vacances, et même mon fils qui pour une fois travaillait. Donc, les occupations, c'est des choses assez banales finalement, ou un peu extraordinaires pour mon fils là. Et il y a beaucoup de définitions qui ont été données, et je fais ça avec les étudiants qui reconnaîtront un bout de cours, hein, là, c'est quoi l'occupation? Je ne vais pas développer tout ça, hein, mais si on va à travers les auteurs, on peut repérer
un ensemble de caractéristiques assez importantes, hein, qui ne sont pas seulement je fais quelque chose dans un certain ordre et puis ça fait quelque chose sur mon corps, voire sur mon esprit, hein, et puis avec ça je peux modifier l'environnement, hein, bêtement, hein, même en déplaçant une bouteille. Mais c'est plus que ça et on remarquera là-dedans, hein, que ces occupations ne sont pas seulement ce que chacun d'entre nous fait individuellement. Bien sûr, la pratique hospitalière tend à faire ça, mais en réalité, nos occupations sont toujours interindividuelles, même quand elles sont individuelles, interdépendantes, partagées, en partie collectives. Elles sont changeantes, elles sont intentionnelles, donc tomber dans l'escalier n'est pas une occupation. Elles nous permettent de faire, bien sûr, mais aussi d'être quelque chose, de devenir. Hein, on se prépare à devenir ergo et d'appartenir à une communauté. Hein. Donc, ça a à voir avec l'identité sociale. Hein. Elles facilitent la santé, mais on l'a entendu aussi tout à l'heure avec Marie Chotal, hein, elles peuvent aussi nous tuer. Hein. Elles ont du sens. Général, la culture leur donne sens. Elles ont du sens aussi dans un contexte spécifique, événementiel. Hein. Ce n'est pas la même chose de faire une occupation dans une condition ou dans une autre. Elles organisent notre vie, hein, elles fabriquent la société. Autrement dit, hein, si on analyse tout ça un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'elles ont des caractéristiques objectivables. Je peux bien voir ce qu'un client fait, ok, mais avant tout, une occupation, c'est un phénomène passablement abstrait. Donc, quand on le capture en observant quelque chose qui est limité à l'action ou à l'action dans un setting immédiat, on n'en a qu'une petite partie. Ce n'est pas grave, il faut juste le savoir. En réalité, elles n'ont ni début ni fin. Quand est-ce que cette conférence a commencé? Quand je me suis levée ce matin, quand je l'ai préparée, quand je l'ai commencée ici? Peu importe, hein, j'en sais rien. C'est juste à décider quand j'ai décidé que ce soit le début. Moi, par décision, parce que ça m'intéresse. Donc, en réalité, elles n'ont ni début ni fin. Elles sont imbriquées les unes dans les autres. Hein. Vous m'écoutez, mais vous pensez à autre chose, mais vous tapez sur votre ordinateur, je ne sais pas quoi. Donc, elles sont imbriquées les unes dans les autres. On ne peut pas les isoler. Or, quand on est dans une situation de traitement, on tend à faire de l'isolement. Et les occupations sont avant tout une transaction, hein, entre une personne et une condition environnementale. Donc ça dépasse largement ce qui est fait. Du coup, quand on voit ça c'est Internet, hein, ce n'est pas vos cabinets d'ergothérapie, on peut se dire, mais oui, est-ce que c'est vraiment des occupations? Des exercices avec quelques objets qui sont pour la plupart pas très habituels par ailleurs. Puis, si ce n'est pas des occupations, ce qu'on voit, hein, crocher des pincettes, alors quelle est l'occupation qui est là derrière? Est-ce que c'est pendre de la lessive, faire son ménage, ou est-ce que c'est autre chose encore qui serait dans l'événement ici présent? On peut se poser la même question, hein, quand les ergothérapeutes utilisent des activités qui sont plus proches de la vie quotidienne. Est-ce qu'on a réellement l'occupation de la personne? Mon avis, c'est non. On en a une partie qu'on peut appeler activité ou qu'on peut appeler tâche, mais voir quelqu'un là faire la cuisine dans un wok, ce n'est pas l'occupation de faire la cuisine, c'est une partie de celle-ci. Et on ne va pas capturer l'ensemble d'occupations, on va juste faire quelque chose en rapport avec celle-ci et peut-être avec plusieurs occupations simultanées. Une autre manière de le dire, hein, c'est quand on a une occupation qu'on a dénommée boire, en réalité, on ne sait pas si on est en train de parler de boire, prendre un verre d'une manière adaptée, parce que sinon on n'arriverait pas à le prendre, si on est en train de déguster du vin ou si on est alcoolique. Hein. Vous pouvez toujours dire que c'est du blabla et que ça n'existe qu'en théorie ou dans la tête de Sylvie Meyer. En réalité, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans plein de littérature. Donc,
Si on veut approcher l'occupation, il faut en réalité pas approcher l'occupation elle-même, mais une famille de concepts qui va avec l'occupation. Alors bien sûr activité, mais aussi performance, engagement, participation, etc. Tous les modèles, ça c'est celui de Hinault, parce qu'évidemment, il faut faire de l'autopromotion, mais tous les modèles vont vous donner une série de concepts. Et du coup, on peut se demander que faire. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui nous aident. D'abord, Fischer, dans un truc assez connu. Il faudrait qu'on soit centré sur l'occupation, c'est-à-dire qu'on ait une conception occupationnelle de ce qu'on fait. C'est ce que le modèle tout à l'heure vous montrait. On peut employer des occupations en ergothérapie dans les pratiques d'évaluation-traitement, mais on n'est pas forcément obligé. Et puis on peut avoir dans toutes les interventions une perspective occupationnelle, l'objectif à long terme, ça c'est généralement le cas, mais aussi l'objectif à court terme. À quoi ça sert finalement à court terme? Elle nous donne, en réalité c'est antérieur, un certain nombre de clés par rapport aux pratiques en réadaptation. Le lien avec la vie quotidienne, est-ce qu'il est pertinent ou pas pertinent quand on propose une activité? La pertinence écologique, est-ce que l'environnement qu'on a fabriqué, il est simulé ou bien il est pertinent à l'environnement usuel de la personne? Qui fixe les objectifs? Plutôt le thérapeute ou plutôt le client? Qui donne du sens à ce qui est en train de se passer? Plutôt le thérapeute ou plutôt le client? Donc ça, c'est un petit truc pratico-pratique. On peut évidemment aller dans la vraie vie, ça c'est sympa d'aller dans la vraie vie. Mais la vraie vie, elle n'est pas toujours disponible. Donc, quand on est en réadaptation hospitalière ou quand on est à l'hôpital tout court, on pourrait utiliser des objets de la vie quotidienne et peut-être arrêter avec la conothérapie, parce que franchement, il y a d'autres manières de faire la même chose et pas tout à fait la même chose puisque le sens sera plus perceptible. J'ai été chercher, parce qu'on peut toujours me dire « ouais, mais ça c'est de l'école », j'ai été chercher ce qu'on avait dans la littérature et où il y a toute une série de recherches sur la thérapie de la main, comment on peut faire de l'ergothérapie occupationnelle en thérapie de la main. Alors, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, chez Kolayani? Équilibrer la valeur thérapeutique de l'occupation avec les aspects biomécaniques. Donc, on n'a pas perdu la biomécanique. Centré sur les occupations et les priorités usuelles du client, ça c'est l'étudiante de Belgique qui disait « oui, mais il est caméraman à la télévision romande, donc il faut qu'il puisse taper sur sa caméra malgré ses doigts un peu déficients ». Disposer de kits d'objets usuels qu'on peut mettre dans des cartons. J'ai pensé aux activités masculines, nettoyer la voiture, bricoler à la maison. On peut utiliser le matériel amené par le client et, Kolayani dit, ça permet de gérer des situations de handicap parce que du coup, elles deviendront un peu perceptibles par le client. D'autres auteurs, Doble et Caron, disent on pourrait aussi travailler sur les objectifs, pas seulement l'efficacité, mais aussi pour le client, j'ai réussi quelque chose. Je me suis affirmée dans quelque chose que je sais faire. Je peux être un agent pour transformer mon environnement. Je récupère de la cohérence. Je trouve de la compagnie. J'éprouve du plaisir, oui, on peut. Et je me renouvelle moi-même. Et je crois qu'on a vu pas mal d'exemples dans ce que tu nous as mis tout à l'heure. Il faut des mots pour le dire. Alors, des mots pour le dire, c'est discuter de dysfonction occupationnelle plutôt que de diagnostic médical avec le client, mais aussi avec les autres pros. C'est utiliser des termes qui font référence à l'occupation, donc la famille occupationnelle et pas la famille médicale. C'est parler d'interventions centrées sur l'occupation et pas seulement de techniques. C'est proposer des instruments de mesure qui utilisent l'occupation. C'est remplir les dossiers avec le vocabulaire de l'ergothérapie et c'est raisonner en termes occupationnels. Ça va être long et on a quelques ennuis.
Il y a les ennuis qu'on a. En Suisse, on a la prescription médicale. Changer la prescription, c'est changer la loi sur l'assurance maladie. On sera tous à la retraite d'ici que ça marche. Mais il y a aussi les ennuis qu'on entretient. J'ai pris le site de l'Association suisse des ergothérapeutes. Première page, ergothérapie en pathologie de la main, en neurologie, etc. Si on veut parler d'occupation, on arrête avec ça. Et ça, c'est up to us. On peut faire ça. Deuxième chose, c'est toujours pour les Suisses, l'ordonnance d'ergothérapie. C'est là, ce qui n'est pas très joli à lire, c'est ce qu'il y a sur les ordonnances standards de l'Association suisse des ergots, qui reprennent une ordonnance, donc quelque chose qui est un texte sous la loi. Ça date de 1996 et 1997. On peut changer ça. Toutes les professions ont des modifications, sauf l'ergo, j'ai vérifié. Maintien ou promotion des occupations ordinaires limitées par la maladie, ça va aussi. Même chose quand on définit l'ergothérapie, c'est toujours le site de l'association ergothérapie. Pourquoi on parle de capacité d'action? Pourquoi on ne parlerait pas de dysfonction occupationnelle? Quand on dit que c'est pour récupérer des compétences motrices, cognitives et affectives, pourquoi on dit que ce n'est pas des compétences occupationnelles? Parce que sur le fond, c'est ça qu'on veut. On n'est pas seul au monde là-dedans. J'ai regardé que ça, c'est les Américains. C'est l'examen d'enregistrement des Américains. Il y a le client qui fait un exercice avec un poids. Puis on demande à l'ergothérapeute, un BPCO, comment on peut changer? Est-ce qu'on peut changer l'élévation, la flexion pour l'abduction? Parce qu'on peut lui donner un élastique plutôt qu'un poids, vous voyez, donc on est dans la biomécanique aussi, même quand on est américain. Ça peut être perçu comme difficile ou impossible. Et pourtant, il y a quelques manières de gérer ça. D'abord, Couot, l'activité en thérapie, et peu importe laquelle elle est, enfin on peut éviter les pires stupidités, mais quand même, doit être une expérience qui met en œuvre les fonctions corporelles, ça tout le monde a l'habitude, la pensée, donc il faut que l'individu réfléchisse à quelque chose là-dedans, et les émotions, il faut qu'il vive une expérience là-dedans qui lui fasse quelque chose émotionnellement, de manière à ce que cette personne-là en tire profit dans son engagement présent et futur dans l'occupation. Il faut que les activités de thérapie qu'on propose aient un but intelligible pour le client. Ce n'est pas récent, Tromby, 1995, en rapport avec les difficultés qu'il perçoit. Et attention, comme le sens est tacite, que ce soit celui des occupations ou celui des activités, il faut le dire. Et puis, autre chose, et ça sera pour la fin, les activités de thérapie, elles vont en fait prendre sens dans le contexte symbolique de l'institution dans laquelle il se trouve. Évidemment, à domicile, s'il est à domicile, mais à l'hôpital. Autrement dit, si on dit que suivre une thérapie ou suivre de la réadaptation est une occupation, ce qui est probable du point de vue de la définition, elle est associée au rôle de patient. Autrement dit, on pourrait s'intéresser et faire ressortir en thérapie le sens que ça a de suivre une réadaptation, et là on est dans l'occupation, en disant c'est l'importance ou la fonction qu'elle a pour le patient. Donc, elle doit s'adresser à ce qui compte pour lui, dans le futur ou ici et maintenant. Il doit percevoir à quoi ça sert pour lui. On voit aussi, et c'est quand je vous ai montré les caractéristiques de l'occupation, que ce sens, il est associé à la valeur que suivre la réadaptation a pour la personne, au contrôle qu'il peut avoir dessus et aux émotions que ça génère. Donc, on peut reconnaître le patient comme performant, donc ça lui donne de la valeur, ou intéressant, ou motivé, même quand il ne l'est pas, ça marche. Lui permettre de contrôler les activités qu'on propose et faire éprouver du plaisir, de la réussite, du challenge, tout ce qu'on veut. On doit aussi considérer que ça prend sens dans la transaction entre le contexte culturel de l'institution, par exemple hospitalière,
le contexte physique dans lequel ça se passe, donc expliquer qu'est-ce que c'est cette thérapie, expliquer qu'est-ce qu'il fait là dans le service. Hein, vous connaissez le nombre de patients qui disent « je ne comprends rien à rien de ce qui se passe ici » et ils confondent le stagiaire ergothérapeute avec le médecin parce que c'est un homme. Donc c'est quand on ne comprend pas son environnement. J'ai des expériences. Il faut se rappeler aussi, et là j'ai mobilisé Ikyogu, que suivre une réadaptation ici et maintenant, ça donne sens à la vie ici et maintenant. Peut-être pour le futur, mais au moins ici et maintenant. Donc tâchons un peu d'abonder dans un sens un peu positif là-dedans. Se rappeler aussi que c'est socialement construit et partagé entre les personnes engagées, autrement dit, vous et le client. Donc ça justifie une relation empathique, cohérente, respectueuse. Et ça engage peut-être à faciliter des contacts avec d'autres patients. Ça milite donc pour l'ergothérapie en groupe, même en thérapie de la main. Pour faciliter ces échanges. Il n'y a pas besoin que l'échange soit verbal en plus pour qu'il y ait un échange. Ces quelques idées, il reste évidemment beaucoup à faire, et beaucoup à faire en pratique et beaucoup à s'entraîner. Je vous remercie et certains reconnaîtront peut-être leur hôtel là.